Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 25e Java. Donc ça fait bien un quart de siècle. On espère que vous apprécierez le programme qui est très fourni, très dense, mais très intéressant aussi. Donc on va, pour ne pas perdre beaucoup de temps, en remerciant tous les orateurs qui se sont déplacés parfois de très loin, débuter par la première session modérée par Jean-Christophe Richard et Guillaume Carton. Bonjour à tous, installez-vous. On avait une autorisation d'un peu de retard pour cette exceptionnelle 25e Java en raison des événements qui pouvaient bloquer les routes, tout ça, mais on a l'impression que tout le monde est là. Donc on va, avec Guillaume, on va commencer et ouvrir cette 25e Java. On ne pouvait pas commencer cette 25e Java sans Laurent Brochard, qui a été à l'origine de cette journée. Et puis je vois Christian Brimbuisson qui a dû aussi participer à toutes, sûrement, depuis 25 ans. Et donc Laurent nous vient de Toronto, il va nous parler de la courbe pression-volume, qui est un peu née avec la Java aussi, et qu'il faut revisiter. Merci Laurent. Merci, bonjour à tous, merci Armand, bravo. Très content d'être là depuis 25 ans. Bon. Et donc voilà, Toronto by Night, pas mal. De parler de la courbe pression-volume dont peut-être j'ai parlé à la première Java il y a 25 ans. Et en fait, vous allez voir, c'est assez amusant parce que en regardant de nouveau ces courbes pression-volume qu'on a fait pendant des années, on s'est aperçu de quelque chose qu'on avait probablement raté pendant 25 ans et qui est probablement assez important. Donc ça, c'est les firmes avec lesquelles on a des prêts d'équipement et quelquefois des grandes de recherche. Et donc ce que je vais essayer de vous décrire, c'est un phénomène qu'on appelle la fermeture des voies aériennes, fermeture des, vous verrez, on ne sait pas très bien, des petites voies aériennes, qu'on a décrit récemment dans le SDRA, mais aussi dans d'autres pathologies, et Jean-Christophe aura peut-être l'occasion d'en reparler. On pense que c'est aussi un phénomène qui existe, par exemple, dans l'arrêt cardiaque et qui est très important pour la ventilation. Alors, la fameuse courbe pression-volume, c'est la relation toute simple entre combien de pression existe dans le système quand on fait rentrer un certain volume. Donc vous prenez un ballon, vous le gonflez, plus vous faites monter la pression, plus il y a de volume dans le ballon, c'est-à-dire plus il y a de molécules de gaz. Et donc on a cette fameuse courbe où vous avez la pression statique, donc on fait ça avec en général une insufflation très lente pour avoir des pressions purement élastiques et pas les pressions résistives. Donc ce n'est pas les boucles, hein, pression-volume, c'est une courbe très lente. Et puis vous avez le volume qui monte ici et la pression qui monte ici, et on a ce genre de courbe. Celle-là est assez rectiligne, quelquefois il y a une inflexion. Et puis vous allez voir, on a mis ici en fait cette petite courbe rouge, c'est en fait ce qu'on appelle la compliance du circuit du ventilateur, c'est-à-dire c'est le gaz qui est comprimé dans les tuyaux du circuit quand la pression augmente. C'est aussi une augmentation de volume dans les tuyaux, mais donc ça ne rentre pas dans le malade. Et en fait, donc voici comment on peut faire la courbe pression-volume. Ça, c'est une ventilation normale. Vous voyez les débits utilisés en ventilation assistée contrôlée, les pressions. Ici, on a fait de la mécanique avec une mesure de top-pipe, une mesure de plateau. Ici, vous avez la pression ésophagienne. Et puis, la courbe pression-volume, on l'a fait en faisant une insufflation très, très lente. Sur certains ventilateurs, elle est automatisée. Sur d'autres, c'est pas compliqué à faire. Vous mettez une fréquence lente, un TI très long, et puis vous avez cette courbe. Et en fait, on s'est aperçu d'un certain nombre de patients où la courbe avait cette allure-là. Et vous allez voir, je vais vous la détailler sur la fameuse courbe pression-volume. C'est-à-dire qu'il y avait une première partie où la pression montait très rapidement et une deuxième partie où elle montait plus lentement. Et en fait, ça donne ce qu'on a appelé pendant des années une inflexion très marquée, un point d'inflexion très marqué.
C'est-à-dire que la première partie de la courbe, la pression, si vous voulez, monte très vite pour très très peu de volume dans le circuit. Et puis au bout d'une certaine valeur de pression, la courbe change très nettement de pente et ressemble beaucoup plus à une courbe classique d'un patient. Et la petite particularité ici sur cette courbe, c'est qu'on a rajouté cette fameuse compliance du circuit. Vous voyez la courbe rouge. Et la première partie de la courbe, elle est totalement superposée avec la compliance du circuit. Autrement dit, ce qu'on a pris pendant très longtemps pour une espèce de réouverture progressive du poumon, c'était en fait un système respiratoire qui était totalement fermé. C'est-à-dire que jusqu'à cette valeur de pression de 16 cm d'eau, il n'y a aucune insufflation qui rentre dans les poumons. Donc le poumon est fermé. Est-ce qu'il est collabé ou est-ce qu'il est fermé? Il y a des tas de raisons pour penser qu'il n'est pas collabé. Par exemple, si vous faites une radio de thorax ou un scanner, un malade ventilé en PIP 10, le poumon ne sera pas tout blanc. Il reste de l'air. Mais l'air ne rentre pas, probablement parce que les voies aériennes sont fermées. Et on a trouvé une série de patients, à peu près entre 30 et 40% des patients qui se comportaient de cette manière-là. Vous voyez, celui-là, là, ça commence à rentrer à 16 cm d'eau. Celui-là, c'est un peu en dessous de 10 cm d'eau. Celui-là, c'est aussi supérieur à entre 10 et 15 cm d'eau. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si vous ne faites pas cette courbe pression-volume, c'est impossible à voir sur les courbes classiques du ventilateur. Ça passe complètement inaperçu. Ça, c'est un exemple d'un patient où on a répété en partant de plusieurs niveaux de pression. Vous voyez, là, c'est en partant de 0, donc aucune insufflation jusqu'à ce qu'on ait à 16 cm d'eau. Là, on le ventile avec une pipe de 8, c'est la même chose jusqu'à 16 cm d'eau. Et c'est qu'en mettant une pipe au-dessus de ce qu'on a appelé le point d'ouverture des voies aériennes que vous insufflez le poumon. Donc, on a tout un tas de patients qui sont ventilés où il n'y a aucun gaz qui rentre, probablement parce que les voies aériennes sont fermées. Dans notre série, on a trouvé un tiers des patients qui avaient ça. Ils avaient tous un certain degré de PIP intrinsèque, mais nettement plus bas que le niveau de pression d'ouverture des voies aériennes. Vous voyez, il était en moyenne de 13 cm d'eau, ça allait de 7 à 20 cm d'eau. On s'est intéressé qu'aux pressions d'ouverture supérieures à 5, parce qu'on s'est dit de toute façon on ne ventile jamais des malades en dessous de 5 de PEP. Je pense que si on regardait en dessous de 5, on verrait plus de malades. C'est un phénomène qui est très très fréquent. Mais quand on regarde au-dessus de 5, on trouve à peu près un tiers des malades. Et donc souvent avec un peu de PIP intrinsèque, mais inférieur à ce niveau d'ouverture des voies aériennes. Claude Guérin a repris toute une série de patients. Initialement, il s'intéressait à la limitation de débit expiratoire. Ils ont fait ça avec Alain Mercat et publié cette lettre dans le Blood Journal récemment. Et ils ont trouvé à peu près 25% de patients qui avaient une limitation de débit expiratoire. Et ils ont dit, on va regarder aussi le phénomène de fermeture des voies aériennes. Et en fait, ils ont trouvé à peu près le même pourcentage que nous, 33% des patients qui avaient ce phénomène. Et c'est pas superposé complètement avec la limitation de débit. Donc il est possible que la limitation de débit, ça participe, mais ça n'a pas l'air d'être le seul phénomène explicatif. Alors il y a des gens maintenant qui commencent à s'intéresser au phénomène. Donc ça, c'est une visualisation amusante parce que, vous voyez, si vous regardez ici la courbe pression-volume globale, donc ils ont regardé avec la tomographie d'impédance électrique qui visualise les mouvements d'air dans le thorax, on pourrait dire. Vous voyez à T1, à T2, à T3, à T4, et donc entre T1 et T2, ça confirme simplement qu'il n'y a aucun mouvement de gaz, qu'il n'y a rien qui rentre dans le thorax. Donc on a bien une fermeture complète du système respiratoire. Ce qui est amusant, c'est qu'avec la tomographie d'impédance, vous pouvez définir des régions différentes dans le poumon.
Donc voilà les 4 régions qu'ils ont définies, les régions d'intérêt, là 1, 2, 3, 4, en coupant depuis la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure. Et vous voyez que c'est à peu près homogène dans le poumon, ça démarre peut-être un tout petit peu plus tard dans la partie la plus dépendante, mais ça a l'air de se fermer à peu près partout dans le poumon en même temps. Donc c'est une découverte assez importante, possiblement, et qui repose la question de qu'est-ce que c'est que ce phénomène de fermeture des voies aériennes. C'est une idée de physiologie très classique, hein, ça c'est des études des années 70, donc on pense que c'est un phénomène naturel de protection du poumon. Vous savez qu'on ne peut pas vider son poumon complètement. Si on essaye de le vider, les voies aériennes se ferment et donc il reste un volume résiduel. Et il y avait eu des études comme celle-ci où on fait inspirer aux gens un gaz qui est de l'oxygène pur, et puis on regarde l'excrétion d'azote au cours de la capacité vitale. Donc là, évidemment, on ressouffle que de l'oxygène pur, puis ça c'est l'azote, et il y a un moment où on voit l'azote augmenter, il n'y a plus d'oxygène, donc on pense qu'on n'est plus en contact avec l'alvéole, et donc c'est ce qui était appelé classiquement le volume de fermeture. Et quand on regarde les sujets, malades ou sains, on voit que ça dépend un petit peu, le volume de fermeture va dépendre de la ventilation qu'on a naturellement va dépendre par exemple, de la position assise ou couchée. Donc vous voyez, ça c'est des sujets où la ventilation se passe tout le temps au-dessus du volume de fermeture. Ça c'est des sujets où, en position couchée, descendent en dessous du volume de fermeture. Ça c'est des sujets où, même en position assise, ils sont, lors de la ventilation courante, tout le temps en dessous du volume de fermeture. On sait très peu de choses sur cette problématique. Et en fait, quand on regarde en arrière aux fameuses courbes pression-volume, ça c'est des données expérimentales de poumons ex vivo, on s'aperçoit que ça avait été très bien décrit, mais que les gens étaient passés à côté. Donc on a par exemple discuté de ça avec Rolf Hubmeier, qui montrait le poumon ex vivo, quand on l'insuffle avec du liquide, il n'y a pas de cette fameuse hystérésis, donc voilà la courbe. Et quand on l'insuffle avec un mélange air et liquide, on retrouve très très bien ce phénomène de fermeture des voies aériennes. C'est pour ça qu'on pense que vraisemblablement ce phénomène est lié à un problème des petites voies aériennes et à l'interface gaz-liquide, qui évidemment va être très fréquente dès que vous avez de l'œdème pulmonaire, donc qui va être créer ce qu'on peut mesurer comme une tension de surface, c'est-à-dire qu'il faut une pression pour le réouvrir, et qui est un peu illustré par ces petits capillaires. Plus le capillaire est petit, plus la tension de surface à l'intérieur va être importante. On n'a pas beaucoup d'arguments pour ça. Un argument indirect, c'est qu'on a regardé, là encore rétrospectivement, des courbes qu'on avait fait avec Alexandre Demoule, et où on avait fait en même temps des mesures d'un certain nombre de marqueurs biologiques. Et il se trouve qu'il y a une corrélation qui est tout à fait significative entre le niveau de fermeture ou de réouverture des voies aériennes et la phospholipase A2, qui est un indicateur de dégradation du surfactant. Donc ça irait bien avec l'idée qu'il y a une moins bonne tension de surface dans les petits capillaires terminaux qui explique cette fermeture des voies aériennes. Alors, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important ? C'est très intéressant parce que je pense qu'on a eu tout un tas de mesures de mécanique respiratoire qui étaient totalement fausses à cause de ça. Et puis, ça a peut-être des conséquences importantes. Quand on regarde les études expérimentales ou même cliniques comme les études autopsiques, on trouve systématiquement des lésions bronchiolaires, donc des petites bronchioles terminales, dans les ARDS ou dans les modèles de ventilateur induced lung injury. Donc il est possible que le fait de réouvrir et laisser se fermer ces voies aériennes en permanence, parce qu'on va laisser une pipe en dessous de ce point d'ouverture, soit très toxique pour les petites voies aériennes. Les travaux, par exemple, de l'équipe de Brian Cavanagh sur les modèles expérimentaux de Willy décrivent un traumatisme des voies aériennes distales, et ils montrent que ce traumatisme, ces lésions sont diffuses et ne sont pas
localisées aux lésions atelectatiques, donc différentes du Vilic classique alvéolaire. Donc il est possible de ventiler des patients en dessous de ce point de fermeture ait des conséquences importantes. Et il est possible également que, parce que les voies aériennes restent fermées plus longtemps, ça favorise ce qu'on appelle les atelectasies de dénitrogénation. Il y a au moins un travail expérimental de Göran Edenstierna sur ce sujet. Voilà, donc je vous laisse avec ça, l'idée que ce phénomène existe probablement dans 30 à 40% des ARDS. Les valeurs peuvent aller de 5 jusqu'à 20 cm d'eau dans ce qu'on a constaté. C'est peut-être plus fréquent dans certaines populations. On a l'impression que chez les obèses, c'est très fréquent. Ce n'est pas détectable au lit du malade si on ne fait pas cette courbe pression-volume lente. Ça peut expliquer les lésions bronchiolaires qui sont décrites à la fois dans les études autopsiques et dans les études expérimentales. Et à mon sens, ça justifie probablement un réglage de la pipe au-dessus du point de fermeture des voies aériennes. Et enfin, dernier point que j'aurais pu rajouter, toutes les mesures de mécanique qui sont faites sans en tenir compte vont être totalement faussées, incluant la fameuse pression motrice. Merci beaucoup.